C'est bon, c'est en train d'enregistrer. D'accord. Bah, écoutez, je vous propose qu'on y aille. Bonsoir à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Patrick Sigbon et je suis en seconde année d'études juives à l'INALCO. Il y a un an à peu près, à la même époque, j'ai remis à notre professeur, le professeur Guetta, Alexandre Guetta, un mémoire de fin de semestre sur le sujet qui va nous occuper ce soir, donc à savoir la Guénissa du Caire. Et je l'ai également envoyé au rabbin de ma communauté, le rabbin Michael Azoulay, qui l'a lu avec intérêt, semble-t-il, qui m'a proposé d'en faire une conférence, mais on ne sera pas étonné de ça de la part d'un rabbin, si j'acceptais d'y rajouter un volet halachique, un volet de loi juive à cette conférence. C'est donc ce que j'ai fait. Et la conférence qui vous sera présentée ce soir, bien la première version en a été présentée en septembre, donc à la synagogue de la rue Ancel. Alors, je voudrais d'abord remercier Javier, alors non seulement parce que c'est mon prof et qu'en période d'examen, ça ne peut jamais nuire, et deuxièmement, parce que d'abord, il a eu la magnifique idée de lancer ses conférences et ses cours, et puis aussi parce qu'il a organisé cette conférence avec maestria. Et donc, c'est ce qui me vaut le plaisir d'être parmi vous ce soir. Donc, merci encore de votre présence, de votre participation. Et puis, je vous remercie aussi de l'indulgence que vous ne manquerez pas d'avoir à l'égard d'un étudiant en seconde année de licence. Alors, si tu le veux bien, Javier, je vais partager mon écran. Je ne sais pas s'il ne faut pas que tu me donnes l'autorisation. Normalement, tu as l'autorisation. Vous voyez? Oui. On voit bien, oui. Parfait. Donc la Guénissa du Caire, dont vous voyez ici, en fait, non pas la Guénissa, mais la synagogue, on y reviendra, dans laquelle se trouve la Guénissa. Alors, commençons par le commencement, à savoir par la définition et l'étymologie du mot Gnisa. Dans le dictionnaire de référence Even Shoshan, un peu notre Larousse, on y trouve trois définitions. La première, c'est cachette, enterrement, le lieu où on va dissimuler quelque chose. Et curieusement, d'ailleurs, il donne l'exemple de la nourriture que les juifs orthodoxes, les juifs observants, placent dans un four de manière à garder la nourriture au chaud pendant tout le Shabbat. La deuxième définition, eh bien, c'est celle d'une archive, d'un lieu où l'on garde des documents précieux, secrets. Et enfin, la troisième définition, c'est celle qui nous occupe, qui nous intéresse ce soir. C'est donc l'armoire, le placard, l'entrepôt, le dépôt, qui se trouve dans une synagogue et dans laquelle on va cacher les objets sacrés détériorés. Donc, il donne un certain nombre d'exemples de ces objets, mais on y reviendra un peu plus tard. Alors, pour les hébraïsants, le mot Gnisa, qui est écrit ici, a pour racine trilittérale Gimel Nun Zain, donc racine que je ne prononcerai pas, mais qui vient d'un mot perse, Ginzar, qui signifie donc entrepôt, et la racine donc hébraïque va donner naissance à toute une terminologie qui va véhiculer l'idée de ce que l'on doit cacher, dissimuler, de ce qui doit être préservé parce que précieux.
En arabe, ça a donné le terme que je ne sais pas prononcer, Khanaza, mais qui veut dire enterrement. Et donc, pour revenir sur l'hébreu, on a dans cette, à partir de cette racine, non seulement le mot gniza, mais le verbe lignoz, qui veut dire garder, stocker, archiver. Javier, tu me dis si je me trompe. Et le mot ganaz, qui décrit décrit ou désigne plutôt un archiviste ou un conservateur. Alors, curieusement, par un biais un peu détourné, je crois par le grec, le mot gniza a aussi donné le mot gnose en français. Donc, tout ce qui tourne autour d'une science cachée, un peu secrète. On trouve, alors, vous avez sur la planche qui est là un certain nombre de gnizotes. La première, donc, à gauche, en haut, est une guéniza qui se trouve en Inde. La deuxième, en bas, à gauche, toujours, c'est une gniza, enfin, un lieu que l'on suppose être une gniza à Masada. En haut, à droite, une magnifique guéniza en Ouzbékistan. Et puis, au centre, là, une guéniza beaucoup plus modeste que l'on trouve dans les rues de Jérusalem. Alors, on a un certain nombre d'occurrences dans le Tanakh, dans la Bible hébraïque, de ce mot Gniza, en particulier dans les livres d'Ezra ou d'Esther. Je mets à la disposition des personnes intéressées les références des versets. Et dans ces deux livres-là, le mot désigne le dépôt d'archives royales ou le dépôt de livres, ou voire même le dépôt du trésor royal. Alors, que nous dit la halacha, la loi juive, en la matière? En fait, ce que demande la halacha aux juifs observants, et donc, pour tout ce qui concerne les objets, les livres, les documents comportant un caractère de sainteté, de sacralité, et plus précisément pour tous les documents et les objets qui portent en eux l'un des noms de Dieu, eh bien ces objets-là, une fois qu'ils ne sont plus utilisables, qu'on ne peut plus les utiliser, on ne doit pas les jeter n'importe comment, on ne doit pas les abandonner, mais on doit les enterrer et préalablement les placer dans une guéniza. Et on doit traiter ces shémotes, du pluriel du mot shem, donc c'est les noms, on doit traiter ces shémotes avec le même respect que celui que l'on doit aux défunts. Et donc, il est interdit de les brûler, de les abandonner. Ce serait les traiter, disent les sages, avec mépris. Alors, à l'appui de cette halakha, donc les docteurs de la loi ont pris les deux versets 2 et 4 du chapitre 12 du Deutéronome. Donc, nous sommes à un moment où Dieu s'exprime devant les enfants d'Israël avant que ceux-ci ne rentrent en terre de Canaan. Et il leur dit, là je vous propose la traduction du rabbinat, vous devez détruire tous les lieux où les peuples dépossédés par vous auront honoré leur Dieu sur les hautes montagnes, etc. Renverser leurs autels, donc les autels des idoles, briser leurs monuments, livrer leurs bosquets aux flammes, abattre les images de leurs dieux, effacer enfin leurs souvenirs de cette contrée. Vous n'en userez point de la sorte envers l'Éternel votre Dieu. Et si on lit le texte plus précisément, en fait, on a les deux passages que j'ai surlignés, Ve ibatem et shemot, et shemam, qui veut dire littéralement détruisez leur nom. Et plus loin, lo ta'asun ken l'adoshem elokechem, vous n'en ferez pas ainsi à l'égard de votre Dieu. Et donc, les rabbins, les sages, ont déduit de ces deux versets, deux mitzvot, deux commandements, l'un positif,
qui consiste à détruire les idoles et tout objet de culte païen, et l'autre négatif, une mitzvah négative, qui, elle, consiste à ne pas détruire portant l'un des noms de Dieu. Le Talmud, principalement dans le traité Megillah, le Talmud de Babylone, précise cette loi en nous apprenant que, en fait, tous les objets de culte donc, qui renferment l'un des noms de Dieu, mais également tous les accessoires qui permettent ou qui servent à l'embellissement ou à l'utilisation, une fois devenus inutilisables, doivent être enterrés. Et donc, on nous dit qu'il s'agit, par exemple, bien entendu, des parchemins eux-mêmes, mais les sacs qui contiennent les livres bibliques, des téphilines, les mezuzot, l'étui d'un rouleau de la Torah, les boîtiers des mezuzot et les lanières des phylactères des téphilines. Donc, ici, nous avons un détail dans le Talmud de Babylone, un détail précis. Je ne rentrerai pas, je dirais, dans plus d'informations sur ce chapitre, mais en fait, on nous dit aussi qu'il y a un certain nombre d'objets de culte qui, dès lors qu'ils ne sont pas en contact avec les Shemot, n'ont pas à subir ou à suivre le processus de la Guéniza. Toutefois, les sages nous disent que ceux qui le font sont dignes de bénédiction. Et le Talmud de nous faire remarquer que la première des Guénizas était certainement l'Arche d'Alliance, l'Aaron Aberit, puisque on se rappelle que Moïse, donc que les tables contenaient, que l'Arche contenait les tables que Moïse a fait descendre du Sinaï, mais qu'elle contenait là où message, selon les auteurs de la loi, elle contenait les débris des premières tables que Moïse a ramenées et qu'il a fait tomber au vu du veau d'or. Et donc, bien entendu, elles étaient inutilisables, elles portaient le nom de Dieu, et donc, il fallait les protéger dans une Guéniza. Et encore une fois, pour les docteurs du Talmud, il s'agissait de l'Arche d'Alliance. On trouve, là aussi, je mets à la disposition de ceux que cela intéresse, d'autres occurrences dans le Talmud du mot Guéniza, principalement dans le traité Shabbat. Alors, cette halakha, cette loi, a bien entendu évolué dans le temps, a donné naissance à un certain nombre de minhagim, de coutumes, liées principalement au fait que la sacralité des Shemot s'est vue transférer donc des documents qui portaient même le nom de Dieu à tout document qui était écrit dans la langue sacrée, donc à savoir écrit en hébreu. Mais là aussi, au cours du temps, cette sacralité a porté sur l'ensemble des documents écrits en utilisant les caractères hébraïques, quelle que soit la langue utilisée. Car on y reviendra, on sait que dans les pays en terre d'islam, les juifs parlaient l'arabe ou le judéo-arabe. Ils utilisaient bien entendu l'araméen, ne serait-ce que pour l'étude du Talmud. Mais pour les écrire, ces langues, ils utilisaient l'hébreu, ils utilisaient les caractères hébraïques, et de ce fait, les documents, quels qu'ils soient, quelle qu'en soit la nature, sacrés, religieux, pas religieux, étaient éligibles au processus de Guéniza. On a aussi, autour de ces coutumes, on a également trace, toujours dans le Talmud, d'une coutume qui consiste à honorer les défunts, principalement les chachamim, les sages, honorer les défunts en plaçant dans leur cercueil ou près de leur cercueil, près de leur tombe, des livres sacrés, leurs livres de prière. Et on a trouvé ainsi un grand nombre de documents
religieux, de documents sacrés, près des tombes des grands Chachamim. De même, dans leur histoire, principalement en temps de guerre ou en temps de conversion forcée, les Juifs avaient l'habitude d'enterrer leurs livres ou de le cacher dans des tombes. Bien entendu, on a tous à l'esprit les documents de la mer Morte et Qumran, où certaines hypothèses laisseraient penser que les vases dans lesquels étaient placés les manuscrits servaient de Guiniza. Mais on sait aussi que les Juifs, à l'époque où le canon biblique a été clôturé, étaient attachés à un certain nombre de livres qui n'ont pas été retenus par les rabbins dans le canon biblique, des livres dits apocryphes, et qu'on a retrouvé, parce que les rabbins interdisaient leur lecture et leur possession, on a trouvé enterrés dans des caves et dans des tombes un très grand nombre de livres apocryphes. Et puis, autre coutume, une fois que les guénizotes étaient pleines, il fallait bien les vider. Et à Jérusalem, par exemple, tous les 7 ans, on accompagnait les parchemins abîmés dans des processions de joie, des processions festives où on dansait, on faisait de la musique. C'était des coutumes, ce sont des coutumes qui se sont pratiquées encore il n'y a pas très longtemps. Donc c'était tous les 7 ans qu'on allait inhumer ces documents ou exceptionnellement dans des années de sécheresse, parce que l'on pensait que inhumer des documents eux-mêmes, des documents sacrés eux-mêmes secs, était vraisemblablement propice à la chute des pluies. Alors, on va venir maintenant à notre sujet. Et tout d'abord, à la synagogue Ben Ezra du Caire, dans laquelle on a retrouvé la Guéniza. Alors, cette synagogue est la plus ancienne synagogue d'Égypte. Elle est située à Fosta, dans le Vieux-Caire. Fosta, qui était la capitale de l'Égypte musulmane jusqu'au Xe siècle, date à laquelle la capitale a été déplacée là où se trouve le Caire aujourd'hui. Mais pour autant, la ville de Fosta reste la ville la plus importante, et c'est là en particulier où toutes les communautés étrangères se croisent, et c'est là où la communauté juive réside et vit. La synagogue a une histoire qui est celle d'un groupe de juifs venus d'Irak donc au IXe siècle, qui cherchent un terrain pour bâtir une synagogue. Et parallèlement, c'est l'histoire d'une communauté copte, orthodoxe, qui cherche à vendre un terrain et une église copte bâtie dessus pour financer les impôts qu'ils ont à payer aux autorités musulmanes. Et donc, un certain Abraham Ben Ezra, dont on voit le portrait en haut à droite, fait l'acquisition de ce terrain pour un tribut annuel, dit-on, de 20 000 dinars. Je ne connais pas les taux de change. Et donc, très vite se construit cette synagogue qui deviendra très rapidement la synagogue la plus importante d'Égypte. Aujourd'hui, bien entendu, elle n'est plus d'activité. Ça reste un monument historique que l'on peut visiter. C'est un musée, c'est un lieu populaire, un lieu touristique populaire, au grand bonheur des autorités égyptiennes. Et alors, comme toutes les grandes synagogues, plusieurs légendes y sont attachées. On dit que c'est à cet endroit même que la fille de Pharaon a recueilli Moïse dans son panier, dans son berceau, et que c'est dans ces environs que Moïse aurait grandi. On dit que plus tard, le prophète Jérémie, au VIe siècle avant notre ère, s'est installé lors de son exil en Égypte. Et encore un siècle plus tard, des Juifs venus de Babylone, au Ve siècle avant notre ère,
construisent au même endroit une synagogue qui portera le nom de Jérémie. Donc, si on a bien suivi, avant d'être une église copte, c'était déjà une synagogue, la synagogue du prophète Jérémie. Et pour terminer, la dernière légende, peut-être avérée, c'est que sous cette synagogue, on pourrait y trouver un Sefer Torah, un rouleau de Torah inachevé, mais écrit de la main même du grand dirigeant juif et rénovateur de la religion, qui est donc Ezra le scribe. Vous avez donc en bas des images de la synagogue vues de l'extérieur, après ça en tout cas, et puis au centre et à gauche de l'intérieur. Ici, quelques scènes de la vie cariote à la fin du XIXe siècle, et la carte du Caire, du vieux Caire, où la synagogue est localisée là, par un petit rectangle rose, qui se trouve d'ailleurs visiblement juste à côté d'un cimetière orthodoxe copte. Alors, la fameuse Guéniza, la Guéniza du Caire, Guéniza Caïr, c'est la Guéniza. Quand on parle aujourd'hui de la Guéniza, on fait référence à la Guéniza du Caire. C'est donc un bâtiment, une sorte de silo attenant au bâtiment de la synagogue. En fait, la synagogue a connu de nombreuses vicissitudes durant son histoire. À plusieurs fois, elle a été détruite, puis reconstruite. Et en fait, c'est à l'occasion d'une reconstruction au XIe siècle que fut construite la Guéniza. Toutefois, cette Guéniza pose un certain nombre de questions, voire de mystères. D'une part, elle est d'une taille habituelle, donc, comme je le disais, c'est un silo, haut de 2 étages environ. Et là, je vous demande de faire un petit effort d'imagination. Donc, on y accède à l'extrémité de la galerie des dames au premier niveau, donc à gauche de l'arche. On y accède par une ouverture qui se trouve dans le mur, ouverture elle-même qui n'est pas à hauteur d'homme. Et pour introduire les documents dans la Guéniza, il faut une échelle. Et c'est la seule ouverture dans ce silo, à l'exception d'une autre ouverture qui se trouve sur le toit de la Guéniza. Et donc, tout de suite se pose une question, c'est, à l'évidence, il n'était pas question de vider la Guéniza. Il n'était pas envisageable de vider les documents de la Guéniza. Et donc, les chercheurs, les historiens, ont établi une sorte de théorie qui, à ma connaissance, n'a jamais été attestée historiquement, mais qui aurait une certaine logique, qui serait une théorie de Guéniza permanente, où on pensait que le temps et les rongeurs feraient leur effet et que finalement les documents périraient par eux-mêmes. Mais pour le grand bonheur de l'histoire, de la recherche et du judaïsme, et même de l'histoire avec un grand H, il n'en fut rien, entre autres parce que, disent certains, il y a une sorte de microclimat à Fosta qui fait que les documents ont été conservés d'une meilleure façon qu'ils auraient dû ou qu'ils auraient pu l'être. En tout cas, on les a trouvés dans un meilleur état de conservation que celui que l'on a trouvé dans d'autres guénizotes avoisinantes. Donc là, on a, alors, encore une fois, à droite vous avez la vision de la synagogue, et donc, encore une fois, avec un petit effort d'imagination, on imagine
Donc, la Guéniza accessible à l'extrémité de la Galerie des Dames à gauche, au premier niveau. Donc, on voit les arches de part et d'autre. Vous avez aussi à droite une vue de la Guéniza, cette fois-ci avec l'ouverture fermée. Et puis, bon, on y reviendra, une photo de l'intérieur de la Guéniza assez récente qui montre qu'il n'y a plus rien à y chercher. Alors, on va parler de la découverte, mais le terme est impropre, parce qu'en fait, cette Guéniza a toujours été utilisée, puisque, en fait, on a trouvé à l'intérieur des documents qui dataient de 1880. Et quand on parle de découverte, on parle plus précisément de l'intérêt que le monde occidental, académique, universitaire a porté à ce qu'on baptisait avec un peu de mépris les juifs enturbanés. En fait, on ne pensait pas véritablement qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes à apprendre de ce monde-là. Les choses se sont accélérées avec, d'une part, la campagne égyptienne de Napoléon et surtout plus tard avec les fouilles archéologiques où on a, je dirais, dans la foulée, compris qu'il y avait beaucoup de choses vraisemblablement à tirer de cet environnement. Toutefois, il y a eu au XVIIIe siècle des aventuriers comme Simon von Geldern, qui est un juif allemand, qui deviendra chef d'une tribu de pillards bédouins. Alors là, on est entre Indiana Jones et Agatha Christie. Et donc, Simon voyage, visite la synagogue. Il veut rentrer dans la Guéniza, mais là, on lui dit, oulala, attention, il y a une méchante superstition qui fait que celui qui rentre, il n'en sort peut-être pas indemne, et donc il n'est pas plus téméraire que ça, et il s'en va. Et puis, il ne se passe rien pendant un siècle, jusqu'au jour où un certain rabbin d'origine roumaine, Iakov Safir, lui aussi à la recherche de vieux manuscrits, va au Caire, essaye de pénétrer dans la Guéniza. Dans un premier temps, on lui dit cette fois-ci qu'il y a un serpent qui veille jalousement sur les trésors, mais il est plus malin et il comprend qu'avec quelques pourboires, le serpent pourrait ne pas lui faire de mal. Et donc, il ramène, lui, il rentre dans la Guéniza, il en ramène quelques documents, mais il n'y voit, en tout cas pour ses affaires, il n'y voit pas trop d'intérêt, bien qu'il ait pressenti qu'il y avait certainement quelques trésors à l'intérieur. Les choses deviennent un peu plus sérieuses quelques années plus tard, lorsque le karaïte, on reviendra sur cette notion de karaïte, un karaïte de Crimée, Abraham Firkovitch, qui va justement à la recherche des origines de la communauté karaïte, pénètre, lui, arrive à entrer dans la Guéniza et il ramène des documents, 13 000 documents, qu'il va remettre à la bibliothèque de Saint-Pétersbourg. Mais en fait, il n'a jamais vraiment voulu dire d'où venaient ces documents. Aujourd'hui, on a la conviction qu'ils viennent de la Guéniza, mais en fait, il a toujours nié cette provenance. En fait, c'est un personnage assez douteux. On le raconte comme étant propre ou prêt à falsifier des manuscrits originaux, et donc la confiance était à son égard assez limitée. Et puis, il y a le rabbin, surtout Aaron Wertheimer, qui lui, rabbin hongrois et collectionneur, lui aussi rentre dans la Guéniza et en retire un certain nombre de documents qu'il va d'abord publier. Il va publier un certain nombre d'articles sur le sujet, mais
il va essayer également d'en vendre auprès des grandes universités occidentales, avec plus ou moins de bonheur. Lui aussi, c'est un personnage dont on se méfie, et on se méfie aussi de l'authenticité des documents qu'il essaye de diffuser et de vendre. Et puis, dans cette période de mi-fin du 19e siècle, en fait, on trouve un marché, on vit un marché illicite autour de ces documents qui sont vendus, qui a des marchands, qui a des érudits, à des visiteurs. Et c'est comme ça que l'on va trouver, à travers les bibliothèques, les musées, les universités occidentales, un certain nombre de documents, dont Paris, puisque le baron de Rothschild fait l'acquisition de 6600 documents, me semble-t-il. Il ne sait pas trop quoi en faire. Il les confie dans un premier temps au consistoire, qui va les confier à l'Alliance israélite universelle, qui en comprend tout de suite l'intérêt et qui donc va les conserver, les archiver, et ils sont toujours, bien entendu, à l'Alliance, mais bien sûr, ils ne sont pas accessibles, je dirais, au commun des mortels. Mais la véritable découverte est celle qui aura lieu en mai ou en 1896 par le professeur Solomon Schrechter. En fait, le professeur Solomon Schrechter, lui-même aussi rabbin romain, qui après des études rabbiniques est venu s'installer à Cambridge, où il dirige le département d'études talmudiques et hébraïques. Et tout démarre le jour où, en mai 1896, deux sœurs jumelles, deux sœurs écossaises, Agnès Smith-Levis et Margaret Dunlop Gibson, prennent rendez-vous avec le professeur Schrechter. Et nos sœurs jumelles lui présentent des documents dont elles ont fait l'acquisition lors de leur dernier séjour en Égypte. Et là, le professeur Schrechter, si je peux me permettre, tombe de sa chaise parce qu'il reconnaît un extrait, un fragment du Siracide, autrement appelé l'Ecclésiastique de Ben Sira, qui est en fait un livre de sagesse daté de 200 avant notre ère, qui n'est pas donc inclus dans le canon biblique juif, mais qui, je crois, l'est dans le canon chrétien. Quoi qu'il en soit, ce fragment est écrit en hébreu. Or, jusque-là, on ne connaissait du Siracide que ses traductions en latin et en grec. Et Schrechter comprend tout de suite qu'il a là affaire à une pépite, et il se dit tout naturellement, s'il y en a une, c'est qu'il y en a certainement beaucoup. Et donc, soutenu par le docteur Charles Taylor, qui est le vice-chancelier de l'université de Cambridge, il va au Caire, il s'installe pour plusieurs semaines ou plusieurs mois. Il négocie avec le président de la communauté juive, avec le grand rabbin, en invoquant le risque de pillage archéologique, en indiquant qu'il était important d'étudier précisément ces documents. Et donc, il finit par ramener à Cambridge près de 140 000 documents qui y sont toujours en grande partie. Alors, pour information, 5 années plus tard, le professeur Schrechter sera appelé à New York pour présider le séminaire théologique juif, et le professeur Schrechter, le rabbin Schrechter, sera également l'un des principaux fondateurs du judaïsme massorti, le conservatisme judaïsme d'Amérique. Alors, cette petite histoire nous explique pourquoi, en fait, les documents, les manuscrits de la Guéniza sont éparpillés à travers l'Occident, à travers l'Europe principalement, mais aussi aux États-Unis.
La plus grande collection se trouve donc à Cambridge. On trouve d'importantes collections à la bibliothèque Bodleian d'Oxford, au British Museum à Londres, donc au séminaire juif théologique des États de New York, à la Bibliothèque nationale de Saint-Pétersbourg et, comme je le précisais, à l'Alliance universelle de Paris. Mais on a plusieurs dizaines à travers le monde de collections à la fois privées et publiques. On ne les connaît peut-être pas toutes d'ailleurs, et certaines ont été détruites pendant la guerre, comme celle de Francfort. Mais on imagine assez bien le casse-tête que ça a pu être pour les chercheurs qui se sont penchés sur la question que de travailler sur les documents et les fragments de la Guéniza. Alors, en termes de volumétrie, les chiffres varient, ne représentent pas toujours la même chose, mais là, c'est plus des ordres de grandeur que je vous donne que des chiffres précis. On va parler de plus de 400 000 fragments retrouvés dans la Guéniza, qui composeraient environ 250 000 documents, donc des pages ou des livres. À titre de comparaison aussi, les documents de la mer Morte représentaient 100 000 fragments et un petit millier de manuscrits. Donc on voit que là, on est dans des rapports, de 5 à 10. Les documents étaient donc fragmentés, comme on le voit dans ces images. Bien qu'il y ait un microclimat, il y avait quand même physiquement de la détérioration. Surtout, ils étaient dans un désordre total, personne n'a pensé à les ranger. Et donc, on conçoit la difficulté que fut le travail des chercheurs pour essayer de réconcilier ces documents et d'en tirer quelque chose. Il y a d'ailleurs quelques exemples de manuscrits de la main de Maïmonide, dont on a trouvé une partie à Saint-Pétersbourg et l'autre à New York. Il est sûr que ce n'est pas très facile pour la recherche. Toutefois, il faut attendre 1999, date à laquelle le grand mécène canadien Albert Friedberg décide de lancer un énorme projet qui est en fait une plateforme numérique permettant d'accéder aux documents de la Guéniza préalablement scannérisés ou numérisés. Et donc, c'est un projet international qui a occupé de très nombreuses équipes et qui aujourd'hui est parfaitement opérationnel. On a quasiment la totalité des documents de la Guéniza qui sont accessibles en ligne. Donc, vous pouvez aller sur le site qui est indiqué en bas de la planche. C'est accessible à tout le monde. Et bien entendu, ça permet, je dirais, d'élaborer, de reconstituer les manuscrits et de travailler dessus de manière, malgré tout, beaucoup plus aisée. Alors, qu'a-t-on trouvé précisément ? De quand dater les objets, les documents que l'on a trouvés dans la Guéniza ? En fait, on a trouvé des documents, enfin le plus ancien, était daté de 150 ans avant la construction de la Guéniza. Le document a été daté de 870 de notre ère, et je vous rappelle que la Guéniza a été construite au XIe siècle. Cet élément-là a conforté la théorie que je vous indiquais tout à l'heure, celle de la Guéniza permanente, parce que l'on pense en fait que ces documents donc datés d'avant la construction de la Guéniza, ont été déversés dans la Guéniza depuis la Guéniza précédente. Donc, même avant, on n'avait pas du tout l'intention d'enterrer les documents. Et puis, donc, comme je le disais, on a trouvé des documents très récents, très contemporains, puisque le dernier datait de la fin du XIXe siècle. Pour autant, la majorité des documents datent d'une période qui se situe entre le Xe et le XIIIe siècle, période que l'on va appeler la période classique de la Guéniza.
Les textes que l'on a trouvés sont des textes écrits dans différentes langues, bien sûr, donc l'hébreu, l'arabe, le judéo-arabe, l'araméen. Ces textes sont pour l'essentiel sur vélin, sur papier, et pour les plus modestes sur papyrus ou sur tissu. Et puis, de façon générale, pour des raisons que j'évoquais précédemment, ils sont rédigés en caractère hébraïque, donc quelle que soit la langue utilisée. Alors, autre spécificité de la Guéniza, c'est que, bien entendu, on a trouvé beaucoup de textes religieux, juifs, de textes sacrés, mais ce n'en est pas la majorité, loin s'en faut, alors que dans les autres guénizotes, on trouvait essentiellement des documents religieux. Ici, on a trouvé des documents une collection éclectique de documents, des documents juridiques, donc des contrats de mariage, des baux, des actes de divorce, et c'était les plus nombreux, des correspondances commerciales, des lettres privées, des documents administratifs, des inventaires, des notes communautaires, ce qui est très riche pour reconstituer la vie d'une société, et aussi beaucoup d'amulettes et beaucoup de gris-gris, parce que la superstition à l'époque, et je ne sais pas si à l'époque est tout à fait nécessaire, la superstition fait partie intégrante de la vie de cette communauté juive. Et les documents proviennent bien sûr d'Égypte, du Maghreb, mais aussi de tous les pays avoisinants, y compris la Sicile, puisque l'on se rappelle que les Juifs expulsés d'Espagne, certains Juifs expulsés d'Espagne ont été se réfugier en Sicile, et les Juifs siciliens entretenaient un commerce très abondant avec l'Afrique du Nord, et en particulier la Tunisie. Et donc, on comprend assez aisément que cette Guéniza représente un véritable trésor pour le judaïsme, pour l'histoire juive médiévale, mais pour l'histoire tout court, parce qu'en fait, dans cette période, entre le Xe et le XIIIe siècle, les historiens avaient très peu d'informations, et donc ça a éclairé complètement la science et la science historique d'un savoir jusque-là à minima méconnu. Et puis aussi, on a pu apprendre, j'essaierai de vous en donner quelques exemples tout à l'heure, on a pu apprendre comment vivaient les trois confessions monothéistes, l'islam, le christianisme et le judaïsme, comment ont-elles vécu ensemble pendant plusieurs siècles. Alors sur cette planche, vous avez un exemple de phylactère, de téphiline trouvé dans la Guéniza, de pages de Talmud, de manuscrits de Haggadah, la Haggadah de Pessah, et puis également le sceau d'un gaon, c'est-à-dire d'un recteur d'une académie, babylonienne peut-être, découvert dans la Guéniza. Et puis, la Guéniza est aussi un trésor parce qu'elle nous permet d'avoir des informations très précises, de nous familiariser avec les grandes figures du judaïsme, et en particulier Maïmonide. Pour ceux qui ne connaissent pas Maïmonide, je vais juste rappeler que c'est une figure extrêmement importante, non seulement dans le domaine de la halakha, de la loi, mais également dans le domaine de la philosophie. C'est vraisemblablement le plus grand philosophe juif, et c'est un grand philosophe tout court, mais c'est aussi un médecin. On suppose qu'il a été médecin auprès du sultan, mais en tout cas attaché à la cour du sultan. Et surtout, il a été, Maïmonide, est né en Égypte, est né en Espagne, il a dû fuir l'Espagne, et donc est venu se réfugier en Égypte à la fin de sa vie. C'est là où il a écrit son œuvre majeure, le Guide des Écarrés, dont on voit une page manuscrite sur ce slide, sur cette planche.
Et il a été aussi un grand médecin. Donc, c'est un homme complet dont les journées étaient assez bien remplies. Et donc, on a dans la Guéniza retrouvé énormément de documents qui retracent sa vie, qui précisent un certain nombre de points et qui sont d'une importance colossale, hein, essentielle pour l'histoire, enfin pour le judaïsme et son histoire. Mais aussi, d'autres noms sont cités, Yehuda Halevi, Saadia Gaon, Arizal, Yosef Karo. Je ne peux pas donner le détail de chacun de ces personnages, mais c'est pour ceux qui ont déjà entendu parler d'eux, ce sont véritablement des noms d'une importance extrême. Et puis, autre point concernant l'organisation de la vie juive à cette époque, en fait, les communautés juives de diaspora, qui étaient donc réparties tout autour du bassin de la Méditerranée, chacune de ces communautés était affiliée, si on peut dire, à une académie rabbinique, une yeshiva, les yeshivot se trouvant soit en Babylonie, soit en Palestine. Et donc, elles faisaient allégeance à ces académies, à ces yeshivot. Le patron, enfin le chef religieux de l'académie était d'ailleurs nommé par le Gaon étant le recteur de l'académie. Et donc, lorsque telle communauté devait résoudre un problème difficile de loi ou d'une nature un peu particulière, il s'en remettait à l'académie pour avoir la réponse à cette question. Simplement, on demandait à ce que la question transite par le Caire, qui était une forme de hub, comme on dirait aujourd'hui. Donc, en fait, la communauté transférait envoyait la question au Caire, où là, on l'étudiait. Éventuellement, on y répondait si on était en mesure de le faire. On voit ici, en bas à gauche, un fragment d'une réponse de Maïmonide. Mais lorsque la question était un peu délicate, elle était renvoyée à la yeshiva, à l'académie de tutelle. Là, l'académie étudiait le sujet, le traitait, ça pouvait prendre des mois. Et lorsque le Gaon, le recteur, avait apposé son sceau sur la responsa, la réponse, eh bien, la réponse prenait le chemin inverse, passait par le Caire. Ici, on copiait la réponse avant de l'envoyer à la communauté d'origine. Et donc, on imagine le nombre faramineux ou important de responsa qu'on a pu trouver dans la Guéniza et qui sont là aussi des trésors extraordinaires pour ceux qui veulent comprendre l'histoire du judaïsme, de la religion, de son évolution. Je vais passer assez rapidement. Je préciserai simplement qu'on a également, en dehors de ces figures du judaïsme, des informations sur l'autre courant du judaïsme. Alors, c'est donc le courant karaïte, qui est en fait une dissidence du judaïsme rabbinique. En clair, ils ne reconnaissent pas l'autorité des yeshivot et du Talmud. Ils s'en tiennent à une interprétation littérale du texte biblique, d'où leur nom, ceux qui lisent, karaïte. Et il constituait un véritable danger pour les rabbinites, donc ceux qui étaient d'obédience, qui suivaient l'orthodoxie des yeshivot et du Talmud. Et donc les Karaïtes ont représenté un danger puisque à certains moments de l'histoire, ils constituaient pas loin de 40% de la population juive. Ce fut d'ailleurs l'un des défis de Maïmonide lorsqu'il a été chef de la communauté juive d'Égypte, que d'essayer de diminuer l'importance et l'influence de cette communauté dans le monde rabbinique. Donc, voilà voilà qui explique les raisons pour lesquelles
la Guéniza du Caire est considérée comme étant, si ce n'est le plus important, en tout cas l'un des plus grands trésors juifs jamais découverts. Alors, avant de passer à la dernière partie de mon exposé, je voudrais juste rappeler quelques éléments de géopolitique pour faire savant. Donc du contexte politique de l'époque médiévale, encore une fois, dans cette période dite classique de la Guéniza, entre le Xe et le XIIIe siècle. En fait, autour de la Méditerranée, on a trois grands empires, trois grandes civilisations qui s'affrontent, si on peut dire. L'empire byzantin, donc empire chrétien, mais dont la capitale, Byzance, Constantinople, qui s'étend dans ce qui est aujourd'hui la Turquie, l'Anatolie, les Balkans, la Grèce. Le second empire chrétien, lui, sous tutelle du pape, ce sont les royaumes chrétiens d'Europe, l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne, la France, l'Italie, l'Espagne du Nord, et j'en oublie. Mais le plus important et le plus puissant de tous les empires de cette époque, c'est l'empire islamique, qui est à son apogée, qui est donc le plus important et le plus puissant, mais également il est plus puissant et plus important que les deux royaumes chrétiens réunis. Il s'étend d'un bout à l'autre du monde connu de l'époque, à savoir à l'ouest d'Andalousie, donc El-Andalus, le sud de l'Espagne, jusqu'aux frontières de la Chine. Et c'est un empire qui a une particularité et une capacité à absorber les cultures des peuples qu'il intègre, à en tirer le meilleur de ces cultures, et à créer une communauté d'échange que, je dirais, certains prennent pour exemple l'âge d'or du judaïsme en Andalousie. Et donc, c'est dans cet empire-là que vivent la quasi-totalité des Juifs de l'époque. Il n'y a pratiquement pas de Juifs à cette époque dans l'Europe chrétienne, ou les Europes chrétiennes. Par ailleurs, d'un point de vue économique, cette couverture mondiale du royaume, de l'empire islamique favorise des échanges, et donc on a un continuum économique qui va d'est en ouest et qui permet de faire transiter les biens, les personnes, les idées aussi. Et on prend toujours pour exemple le papier qui a été créé en Chine, inventé en Chine, et qui va venir jusqu'au bord de la Méditerranée. Donc, comme je le rappelais, les Juifs représentent un faible pourcentage de la population globale. On estime qu'aux alentours, en Égypte, c'est une population d'environ 10 000 personnes, et que, comme je le précisais précédemment, c'était un petit groupe, mais ils étaient dispersés et divisés, comme d'habitude, donc entre rabbinites et karaïtes. Alors, je vais en venir maintenant à la dernière partie de cet exposé, qui est en fait des notes prises à la lecture de quelques-uns des documents de Shlomo Dov Goiten. Donc, Shlomo Goiten est un juif allemand, un grand universitaire, ethnologue, historien, islamisant, né d'une famille, d'une longue lignée de rabbins,
donc qui a commencé sa carrière universitaire en Allemagne, qui ensuite a vécu, a étudié, a travaillé en Israël, avant de rejoindre les États-Unis en 1948. Et à partir de cette date-là et jusqu'à la fin de son existence, en tout cas de sa carrière universitaire, Shlomo Goiten sera l'homme de la Guéniza. Il passera son temps à étudier les documents et il a publié une œuvre magistrale en 5 volumes que vous voyez ici, Une société méditerranéenne, les communautés juives du monde arabe telles que décrites dans les documents de la Guéniza. Et c'est un travail absolument magistral, encore une fois, où tous les volets de la société sont décrits dans les 5 volumes que constitue son œuvre. On y trouve les portraits d'individus, de groupes, la vie quotidienne, la famille, la vie communautaire, la vie religieuse, la vie économique. Enfin, tout est décrit avec une précision, avec force détail, avec beaucoup d'exemples qui, je dirais, nous font sentir de très près la façon avec laquelle ces communautés juives et leur environnement vivaient entre eux. Alors, il faut noter que donc, la Guéniza aujourd'hui est attachée, enfin, ou du moins le nom de Shlomo Goiten est attaché à la Guéniza pour les raisons que je viens d'évoquer, mais il y a aussi, je dirais, d'autres éminents chercheurs qui continuent à travailler sur le sujet. Et nous avons en France aussi le professeur Paul Fenton, qui est professeur à la Sorbonne et qui est aussi un fin connaisseur de ce monde-là. Alors, rappelons aussi rapidement, pour placer le décor, quel était le statut des Juifs en terre d'islam. Eh bien, leur statut, on le sait, leur statut comme celui des chrétiens était le statut de dhimmi, qui en arabe veut dire protégé, qui est un statut qui trouve sa source dans le Coran et qui fait des peuples du livre, donc des peuples monothéistes, des sujets non pas à part entière, mais des sujets dont la communauté est reconnue formellement. Les dhimmis doivent être distingués des païens et des barbares. Il s'agit donc d'une classe intermédiaire entre le citoyen à part entière, le musulman, et la barbarie. Le statut est très variable, en fait, d'une période à l'autre, avec des régimes plus ou moins tolérants, mais formellement, on permet aux Juifs de pratiquer leur religion, de posséder, de construire leur lieu de culte, de s'administrer eux-mêmes, selon certaines limites, le tout moyennant le paiement d'un certain impôt, assez lourd, très lourd même, et puis moyennant l'obligation de rester effacé, en tout cas de ne pas chercher à offenser la communauté musulmane. Encore une fois, les relations pouvaient être parfaitement harmonieuses, mais aussi parfaitement intolérables ou en particulier lorsqu'on demandait aux Juifs de porter des signes distinctifs, voire même de ne pas construire de synagogue parce que cela offensait les musulmans. Mais si l'on en croit Shlomo Goiten, les deux expressions qui caractérisent cette vie des Juifs en terre d'islam seraient symbiose culturelle et convivence sociale. D'abord, les Juifs vivaient, parlaient, avaient adopté les modes de vie arabes. Donc, en fait, à quelque chose près, on ne les distinguait pas véritablement.
ils étaient donc particulièrement intégrés de ce point de vue-là. D'autre part, on n'a pas, comme on a connu en Europe chrétienne, on n'a pas de ghettoisation intellectuelle. Au contraire, les communautés connaissent toutes les traditions, les lois, les textes de leurs voisins. Les enfants juifs apprennent l'hébreu et l'arabe dès leur plus jeune âge. Et on dit qu'un honnête homme juif, c'est celui qui non seulement connaît et maîtrise sa propre culture juive, hébraïque, mais aussi qui a une connaissance assez approfondie du savoir scientifique, littéraire du monde musulman. On parle de convivence sociale parce que dans les classes moyennes, par exemple, telle famille juive va inviter pour Pourim ses voisins de confession musulmane. On va lire ensemble le rouleau d'Esther, la Megillah, et ensuite on va arroser cette soirée. On a trouvé dans la Guéniza de nombreuses chansons à boire. Alors il est sûr que le lendemain, les réveils peuvent être un peu difficiles. Et puis on a aussi des relations au niveau des courtoises, au niveau des élites intellectuelles, sociales, où tel dignitaire religieux musulman va informer son homologue ou son homologue juive qu'une plainte a été déposée par la communauté juive à son encontre. Il y a également une intégration sociale et même économique. Intégration sociale, alors, j'en ai déjà parlé, mais aussi il faut rajouter que les Juifs avaient la liberté de choisir et leur lieu de résidence et leur métier. Bien sûr, il y avait des professions privilégiées ou de prédilection, le textile, la teinture, mais on voit les Juifs plutôt se distinguer très rapidement dans le commerce international. Bien entendu, il existe des réseaux de communautés, donc bien sûr en Afrique du Nord, mais aussi, on le sait, on a trouvé d'importantes communautés juives en Inde. Et donc, ces réseaux que les Juifs ont tissés au cours de l'histoire ont permis d'en faire des marchands importants, riches, mais aussi cultivés. Et donc, ils ont très rapidement pris une position dominante, en particulier, ou prépondérante, en particulier dans les échanges commerciaux avec l'Inde. Et puis, bien que ce soit formellement interdit, lorsque les administrations étaient plutôt tolérantes, on va trouver des Juifs à la tête de hautes responsabilités, enfin, occupant des hautes responsabilités dans l'administration, voire dans l'armée. Et puis, les Juifs et musulmans avaient coutume de monter des affaires ensemble, des commerces. Et on a l'exemple ici d'un Juif et d'un musulman qui montent une affaire, mais tout de suite se pose le problème du Shabbat pour le Juif. Et donc, il s'en remet à Maïmonide, qui lui est un homme visiblement très pragmatique, qui leur dit écoutez, il n'y a aucun problème pour qu'un Juif et un musulman fassent affaire ensemble, mais les bénéfices du vendredi vont dans la poche du Juif et ceux du Shabbat dans la poche du musulman. Alors tout ça peut, oui, là on a un exemple, un très beau tableau de Delacroix sur un mariage juif au Maroc. Mais tout ça peut paraître un peu idyllique parce que la réalité est un peu plus sévère. On a en fait des minorités qui sont vulnérables, souvent humiliées, souvent agressées, persécutées. La remise, les moments, enfin les dates de remise de l'impôt étaient des moments privilégiés pour humilier les Juifs, comme on le voit sur le tableau de gauche. Les persécutions
avait lieu régulièrement, principalement, on trouve beaucoup de traces de processions funéraires qui se terminent assez mal, la foule musulmane considérant comme une offense le fait que les Juifs, je dirais, se montrent dans la rue et fassent étalage de leurs coutumes. Il y a même des endroits et des périodes où on interdit aux Juifs l'abattage rituel. Des mots dans certains courriers, dans certaines correspondances, font ressentir la haine et l'hostilité que les Juifs eux-mêmes ressentaient. Et puis, il y a des situations aussi très poignantes, en particulier justement lorsque tel individu n'est pas en mesure de payer ses impôts aux autorités musulmanes, on le harcèle, on l'emprisonne, on le torture un peu, mais s'il ne peut toujours pas trouver l'argent, on ne lui laisse que deux choix, c'est la mort ou la conversion à l'islam. Et très souvent, bien entendu, il choisit la conversion. Mais pour reprendre une histoire de notre professeur Alexandre Guetta, ce n'est pas ce qu'on peut appeler une histoire de sang. Cette vie des Juifs en termes d'islam, au sens où on n'a pas, comme dans l'Europe chrétienne, on n'a pas connu de pogroms, de massacres de masse. Certes, les situations étaient loin d'être optimales, mais on n'a jamais connu, on n'a jamais eu connaissance de situations aussi dramatiques que celles que les Juifs ashkénazes ont pu connaître en terre chrétienne. Alors, c'est bien entendu aussi une société multiconfessionnelle, où donc les communautés vivent, je dirais, conjointement leur religion. Les mariages mixtes existaient, mais on en a trouvé peu de traces dans la Guéliza. Et quand je parle de mariage mixte, je parle aussi de mariage entre rabbinites et karaïtes. En revanche, les conversions de juifs à l'islam étaient fréquentes. Par exemple, dans le cas que je citais tout à l'heure, mais aussi pour des raisons parfaitement opportunistes, par pragmatisme, parce que pour accéder à certaines fonctions, eh bien, il fallait en passer par la conversion à l'islam, ce que certains acceptaient, peut-être uniquement de façade, judaïsé, comme on dit, en cachette. En revanche, l'apostasie à l'islam ou au christianisme, donc la conversion de musulmans ou de chrétiens au judaïsme, était peu fréquent. C'était des fois aussi par opportunisme, lorsque se levaient des litiges à propos d'héritage, mais on a connu aussi des conversions par conviction. C'est le cas de Jean, de la ville d'Oppido, en Italie, à la fin du XIe siècle. Jean est d'une famille aristocratique. On le destine à une carrière ecclésiastique, mais il s'intéresse davantage à la Bible juive, aux textes juifs, et il est fasciné par la façon avec laquelle les Juifs ont réussi à perpétuer la tradition biblique. Et donc, il applique lui-même de plus en plus les règles religieuses juives. Il finit par se circoncire. Et bien entendu, sa communauté d'origine ne comprend pas, le bannit, l'emprisonne et finalement le pousse à l'exil. Il va de ville en ville et il est finalement hébergé par le rabbin d'Alep en Syrie, que Elias peut-être connaît. Le rabbin d'Alep qui donc l'accueille et au bout de quelques années qui accepte la conversion de celui qui deviendra Ovadia Aguerre, Ovadia le prosélyte, et qui sera un grand poète, un poète liturgique, ce qu'on appelle un piyut, ses poésies se retrouveront dans de très nombreuses liturgies. Ce sera aussi un compositeur de musique. Les femmes ne sont pas en reste dans ce monde-là.
Elles sont d'une grande modernité, en fait, parce qu'elles exercent d'une part des métiers extrêmement variés, dans la médecine, en commerce, dans la broderie, dans les librairies. Voilà l'exemple qui nous est donné par Elisa d'une certaine Boucha, qui est une banquière, elle fait fortune dans la banque. Elle divorce après la naissance de sa fille et elle se met en mariage avec un homme lui-même marié qui lui apporte un fils. Alors bien sûr, elle fait scandale. Elle est chassée de sa communauté, de sa synagogue. Mais très vite, on revient sur cette décision parce que les dons caritatifs dont elle a fait bénéficier la communauté lui accréditent un très grand nombre de mérites. D'autres femmes vont se plaindre de leur époux, incapables, disent-elles, d'honorer leurs devoirs conjugaux. « Je suis une femme assoiffée, dit l'une d'elles. Mon mari est sans utilité, laissez-le partir, annulez ce mariage. » En fait, les familles avaient beaucoup de craintes à la veille de donner leur fille en mariage parce que les hommes n'étaient pas d'une très très grande fiabilité, qu'en fait le divorce était très difficile pour elles à vivre et que principalement la polygamie était, si ce n'est acceptée, tout du moins tolérée. On faisait signer aux mariés, aux futurs époux, des clauses. Je vous en lis une rapidement. Je me comporterai envers elles comme les bons juifs se comportent à l'égard de leurs bonnes épouses. Je ne ferai pas entrer chez moi quiconque se comporte de façon licencieuse. Je ne me joindrai pas à eux pour boire ou manger. Je ne ferai pas l'acquisition d'une femme esclave pour moi-même tant que Faiza sera mon épouse, sauf consentement mutuel explicite. Je ne quitterai pas Fostat pour voyager au loin, à moins qu'elle ne l'accepte spécifiquement. Car effectivement, la grande crainte des femmes de cette époque, c'était que leur mari s'en aille sans prononcer le divorce, qui les mettait alors dans des situations, elles et leurs enfants, absolument inextricables. Et j'en terminerai par rappeler qu'à cette époque, la religion structurait la société. La religion et la discipline religieuse, la pratique religieuse, que la vie était parfaitement régulée par les lois et les coutumes, et que la religion faisait partie intégrante de la vie. En fait, on s'identifiait par sa religion. On était juif, chrétien, musulman, c'était même considéré comme un héritage. Et cette religiosité de l'individu permettait d'en mesurer la fiabilité. On dit, c'est un dépravé, il n'est ni juif, ni chrétien, ni musulman. En fait, les juifs de la Guéniza sont très pieux, ils croient en l'efficacité de la prière. Ils croient que cette prière est encore plus efficace lorsqu'ils sont à proximité du Seigneur sur les lieux de pèlerinage, donc lors des 3 fêtes de pèlerinage du calendrier juif. Pour eux, nous dit Goïten, être juif était une affaire de distinction. On avait le privilège d'une ascendance unique, un autre élément de fierté du juif est sa capacité à lire les Saintes Écritures. Et pour lui, étudier la Torah était un chemin qui menait à la vie éternelle. Je vous remercie. On peut... C'est nous qui te remercions. Il s'est déconnecté, ouais. Ouais, merci. Merci, Bravo. merci Merci beaucoup. beaucoup. Très intéressant. C'était Merci super. intéressant. Bien. Merci beaucoup, Merci, Patrick. Patrick. C'est vraiment très, très bien. Patrick, hein. Daraba. Merci Patrick. Merci beaucoup. Ah bah voilà François. Javier, Beaucoup. merci beaucoup. Pas de Merci. questions possibles? Merci. Est-ce qu'il y a des questions possibles? Oui. C'est un peu plus long. Je vous laisse. J'aurais une Bonne question à soirée. te poser, Patrick. Liliane, j'ai une question à te poser, Patrick.
Oui, je t'en prie. Alors, tu as dit qu'il n'y avait pratiquement pas de juifs à cette époque, à part dans le monde arabe. Entre le Xe et le XIIIe siècle, il y a une très forte, il y a une communauté dans le pays ashkénaze, dans l'est de la France et dans les trois villes allemandes de Mayence, les trois Worms et une troisième ville. Speyer. C'est ça. Et donc, Ouais. c'est une communauté assez importante et j'ai trouvé que je ne pense pas que ce soit tout à fait exact de dire qu'il n'y avait presque pas de juifs à part dans le monde arabo-musulman. Donc là, j'aimerais soit que quelqu'un d'autre intervienne pour me confirmer ou m'infirmer ce que je dis, mais je pense que là, entre le 10e et le 13e, il y a une importante communauté juive dans le monde ashkénaze, même si ce n'est pas les mêmes proportions qu'au 18e, bien sûr. Oui, non, mais ce qui est dit, c'est que proportionnellement, la communauté séfarade était beaucoup plus importante. À cette époque-là, on n'est pas encore après l'expulsion d'Espagne. Et si j'ai bien suivi mes cours, la communauté ashkénaze est principalement née de l'expulsion d'Espagne. Et donc, certainement, il existait. Bien sûr, il y avait la communauté de Worms. Là aussi, je me permets d'intervenir. Je ne suis pas certaine qu'on puisse dire que la communauté ashkénaze soit la conséquence de l'expulsion d'Espagne. Et d'ailleurs, les séfarades sont restés bien distincts des ashkénazes. Oui. Moi, je rejoins un peu ce que dit Liliane, c'est-à-dire qu'il n'y avait certainement pas, effectivement, démographiquement, des communautés aussi importantes à cette époque-là qu'en Afrique du Nord, ou enfin sur le pourtour méditerranéen, mais on ne les appelle pas encore séfarades. Mais il y a une implantation qui est d'ailleurs très ancienne et qui est notable. Oui. Avec aussi des échanges avec les chrétiens, c'est une autre histoire, mais c'est quand même notable. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas, Oui. peut-être pas, c'est pas assez de choses, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des sources archéologiques aussi puissantes que celles du Caire. Je pense pas. Non, je suis d'accord, peut-être que l'expression est exagérée. Et il est vrai que Rachid, qui est lui, on nous l'a rappelé récemment, a fait ses études. Alors, je ne sais pas si c'est dans la communauté de Choum à Mayence ou à Worms. Et donc, j'allais dire, ça atteste bien l'existence d'une communauté, disons, ashkénaze, pratiquement au même moment. Mais effectivement, c'est plus, et je reviens sur l'expression, c'est plus un rapport entre les deux communautés qui se joue en faveur de la communauté séfarade. Est-ce qu'on peut dire séfarade? Non, attends, comprenons bien, on ne va pas jouer. Ce que je veux dire, c'est autour de ceux qui sont concernés par cette affaire de la Guinée. C'est ça. Est-ce que Patrick, Oui. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur l'état des recherches actuelles, où on en est par rapport au document de la Guénisa? Qu'est-ce que ça a apporté? Tu t'en as parlé beaucoup, mais à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il y a de neuf par rapport disons, il y a… Je t'avoue que je ne sais pas, Pierre, je ne sais pas si tu sais répondre à cette question. On ne t'entend pas. Oui, non. Merci d'abord, j'étais très intéressé. Merci aussi de m'avoir envoyé ton papier. Je ne pourrais pas rester très longtemps avec vous. Non, les successeurs sont à Princeton, enfin, c'est l'école de Goïten. Les successeurs de Goïten, enfin, c'est des historiens. Si vous allez sur Google, vous tapez Guéniza Princeton, vous tomberez sur le Princeton Lab. Alors, je n'étais pas au courant là, de cette première numérisation, mais il y en a une qui a été faite à Princeton sur les papiers, sur les fonds qui ont été étudiés par Goïten. Moi, ce que je voulais dire, merci vraiment. Enfin, j'ai toujours trouvé que l'œuvre de Goïten était un monument d'érudition. Sur la carte que tu nous as montrée, je voulais juste faire une petite précision. Il n'y a pas un empire islamique au Xe siècle. Il y a 3 califats en rivalité. Il y a celui de Cordoue, qui est l'Occident du monde arabo-musulman, mais qui va bientôt devoir faire face à la Reconquista. Il y a le califat fatimide au Caire, et qui pilote en fait un empire qui inclut la Sicile, la Tunisie, l'Égypte
et qui cherchent à s'implanter en Palestine. Et puis il y a le califat abbasside. Et moi, je pense que les communautés, alors la copte et la communauté juive au Caire et dans l'Égypte de cette époque étaient relativement protégées avec les limites que tu as évidemment dessinées, parce que aussi c'était un élément de la politique expansionniste des califes fatimides. C'est-à-dire que par exemple, pour s'implanter en Palestine, c'était pas inutile de bénéficier des réseaux que tu as décrits à travers les techniques de demande, de responsa, enfin. Et donc, il y a aussi de la politique internationale à l'époque dans tout ça. Le califat fatimide, par ailleurs, il avait comme particularité d'être chiite. Alors, ce n'est pas les chiites d'aujourd'hui, c'est les chiites qu'on appelle septimains, mais ils étaient très, très violemment opposés comment dire, à ce qui restait du califat abbasside à Bagdad. Et la communauté juive, dans tout ça, évidemment, elle nous voit aussi. C'est pas... Mais donc, les héritiers de Goïten, en tout cas, enfin, pour l'aspect historique, je ne parle pas des aspects théologiques, c'est vraiment Princeton. Il y a un Geniza Lab, ça s'appelle. Et nous avons donc en France le rabbin Paul Fenton, qui est bien connu de la communauté, qui intervient en particulier sur Acadème, qui, je crois, va prendre sa retraite dans pas longtemps, et qui est aussi un expert international qui, donc, sur ces sujets, il a travaillé à Cambridge avec Stephen Reif, qui est aussi une grande figure et donc voilà, qui est très versé et que j'avais contacté d'ailleurs à l'époque de la rédaction de ce mémoire. Oui, un roman qui a été publié aux éditions du Seuil en 1980. Oui. Il s'appelle La Geniza, mais qui n'est pas très bon. Mais bon, il y a quand même ça aussi, si on veut se découvrir un peu de choses. Alors, dans le même registre, il y a Le Veilleur de la synagogue du Caire, ou un truc comme ça, qui est un roman fait par un jeune Américain, que j'ai aussi réussi à contacter, qui est, bon, qui est agréable à lire, mais aussi sur une étude historique qu'il a menée, bon, qui est un peu léger quand même pour les scientifiques. Ouais, c'est difficile de ne pas être léger si on cherche à se comparer. Ouais, c'est sûr que on peut y passer la nuit. Voilà, bah, écoutez, il y a encore des questions? Oui, une dernière question. La population juive, il y a une idée, on peut évaluer un ordre de grandeur? Oui, en fait, alors sous toute réserve, parce que c'est quand même assez compliqué, j'avais le chiffre d'1,3 million juifs. 1,3 million juifs, alors dans cette époque-là, et ça représentait donc entre 1 et 3% de la population monde connu. C'est-à-dire, j'ai sorti les bon, c'est vraiment sous toute réserve. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en est en fait avec les autorités égyptiennes vis-à-vis de cette Geniza actuellement? Bah, écoute, très honnêtement, je n'en sais pas vraiment beaucoup. Les gens que j'ai rencontrés, en particulier des gens de ma famille, soit d'origine égyptienne ou qui ont vécu ou qui ont été en Égypte, disent qu'on peut la visiter, que la synagogue, comme je le disais, est un musée, un lieu touristique. Donc elle est préservée, ce qui est déjà beaucoup. On a une autre au centre-ville. Comment? Il y en a une autre au centre-ville de synagogue. Ouais. Mais c'est un musée qui a été restauré il n'y a pas très longtemps. En fait, le bâtiment lui-même a été restauré, je crois, il n'y a pas très très longtemps. Enfin, quand je dis pas très longtemps, je pense que c'est il y a 40 ou 50 ans. Les autorités égyptiennes, depuis quelque temps, préservent et même restaurent les synagogues, ce qui est nouveau. Elia? Patrick, oui, Patrick, je voulais vraiment te remercier pour cet exposé et pour l'objectivité que tu as vraiment observé dans les événements et dans les faits que tu as relatés. Et là, vraiment, là, je suis étonné qu'on s'étonne qu'il y ait eu tant de juifs dans le bassin méditerranéen et notamment
au Proche-Orient, on ne leur donne pas de nom. On parle des Ashkénazes, des Séfarades, les autres, bon, et ils sont originaires de là-bas. Le judaïsme est né là-bas. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans ça, mais la Guiniza, je ne sais pas si ça a un rapport aussi avec le mot arabe qu'on utilise, qui est le kanz. Oui, c'est ça. Voilà, qui est le trésor, qui veut dire trésor. Non. Exactement. C'est le Voilà. mot que je n'ai pas réussi à prononcer, je ne sais pas si tu étais là au début, et il est d'origine perse. Absolument, qui est trésor. Et donc là, effectivement, ce que tu nous as dit, c'est un trésor qu'on a redécouvert, qu'on a découvert et qui nous donne, qui nous relate l'histoire du judaïsme et l'histoire de Proche-Orient. En fait, moi, ce qui m'a marqué, pardon, Pierre, ce qui m'a marqué lorsque j'ai fait ce travail, c'est que la vie passe très vite et elle ne change pas beaucoup. Oui. Parce que pour moi, qui suis un juif séfarade, ce que j'ai lu, j'aurais pu l'écrire pour décrire la vie de nos communautés. C'est d'une pérennité, d'une stabilité assez extraordinaire, dans les détails, je veux dire, dans les détails de la vie. Et ça, c'est un peu... voilà. Et c'est vraiment, ça montre la force de ces lois qui réussissent à tenir en dépit de tout, même si elles sont très exigeantes. C'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Patrick, pardon. Sur l'arabe, bon, le lien, il n'est pas à faire avec Kanz, le trésor, pluriel Kounouz. Hein. Il y a un mot en arabe, janaza. Janaza, oui. Qui est l'exact équivalent de Guéniza et qui désigne en fait la procession mortuaire. Oui. Ça désigne aussi le brancard sur lequel on trimballe un cadavre. Et je me demandais même, mais là, je n'ai pas les moyens de vérifier, si en dialecte égyptien, Ganaza, ce n'est pas tout simplement le cimetière. Mais ça, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, le lien étymologique, c'est la même racine hein, en hébreu et en arabe, et ça a un lien avec la mort. Alors, j'ai l'impression qu'en hébreu, il y a plus de... C'est plus polysémantique. Il n'y a pas que l'idée de cimetière, il y a un peu plus que ça. Mais en arabe, il y a au moins cette idée de procession mortuaire. Oui, oui, effectivement. Très bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie encore et puis je vous souhaite... Non, mais c'était très bien. Merci, Patrick. Merci, Patrick. Merci beaucoup, Patrick. Patrick. Allez, merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci. Soirée. Au revoir. Bon Shabbat. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Merci, au revoir. Salut, Samuel. Au revoir. Allez. Bonne soirée à tous. C'est toi qui as la main, Javier, toujours? Oui, tu veux que j'arrête l'enregistrement? Ouais. Mais alors, c'est